Oui, c'est une affirmation qui me parle vraiment parce que, par exemple, je suis très passionnée par la justice climatique et le changement climatique. Et vous savez, on dit que l'UC Berkeley est l'une des universités les plus respectueuses de l'environnement, mais depuis que je suis arrivée ici, j'ai l'impression que beaucoup de mes camarades ne s'en soucient pas vraiment. Et vous parlez beaucoup de justice climatique et de changement climatique. Et je me demandais, vous savez, cette idée que, comme j'ai cette idée que, vous savez, le changement climatique est mon problème et en tant qu'individu, je dois faire beaucoup pour ça et que c'est aussi parfois décourageant, surtout parce qu'on voit beaucoup de grandes entreprises faire la plupart de l'impact pour le changement climatique. Mais je sais que vous parlez beaucoup de la façon dont le changement climatique est lié à la conscience humaine et je me demandais si vous pouviez expliquer comment notre vide intérieur et notre consommation compulsive sont liés à la destruction de l'environnement et comment nous pouvons également gérer cela en tant qu'individus isolés qui ont un impact beaucoup plus petit sur la dégradation de l'environnement. Vous voyez, c'est très simple. Oui, cela peut même être expliqué à un enfant, et je le fais. Donc nous sommes troublés intérieurement. Nous ne sommes pas bien à l'intérieur. Nous sommes insatisfaits. Et nous ne savons pas pourquoi, parce que nous ne sommes pas éduqués, pas formés à avoir un regard intérieur sur la vie. Nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Nous ne réfléchissons pas à nos pensées, actions, sentiments. Non. Alors nous restons contrariés, troublés intérieurement. Et quand nous sommes comme ça, nous voulons sortir et faire des choses. Oui, allons quelque part. Allons manger dehors. Allons prendre l'avion pour cet endroit. Laisse-moi acheter de nouvelles choses. Pourquoi je ne peux pas avoir un jet privé? Pourquoi ne puis-je pas prendre l'avion pour aller travailler tous les jours? Alors, quand vous faites des choses à l'extérieur, il est évident que cela nécessite de l'énergie. Et il se trouve que plus vous êtes déraciné à l'intérieur, plus il y a de choses interminables que vous voulez faire compulsivement à l'extérieur. Je ne suis pas au repos. Je ne suis pas en paix. Parfois, je vais ramasser cela. Parfois, je vais, vous savez, essayer de mettre cette chaise là-bas. Parfois, je monte à l'étage en courant. Human, laissez tomber quelque chose là-bas. Oh, et si je pouvais avoir un terrain de badminton sur la pelouse adjacente? Alors je vais abattre tous les arbres et installer un terrain en ciment là-bas. Et je vais faire tout ça. Et je fais ces choses parce que je ne vais pas bien intérieurement. Juste que faire toutes ces choses demande de l'énergie. Énergie. Et ce qu'il y a de coïncidence, c'est que la majeure partie de l'énergie de la planète aujourd'hui provient des combustibles fossiles. Combustibles fossiles. Donc quand vous sortez et faites des choses, vous libérez du carbone. C'est aussi simple que cela. Maintenant, sortir et faire des choses n'est pas vraiment le problème. Parce que si vous faites quelque chose pour une bonne raison, cela a généralement aussi une fin. Mais quand vous ne savez pas ce que vous le faites sans fin, comme les bénéfices des entreprises. Allez demander à quelqu'un au conseil d'administration d'une entreprise. Vous savez, avez-vous un point de terminaison? Voici à quoi ressemble votre compte de résultat et votre bilan. Y aura-t-il jamais un moment où vous diriez « ça suffit, c'est saturé et nous n'allons pas aller plus loin ». Nous n'avons pas besoin au moins un nombre sans cesse croissant. Contre mes profits, même un niveau de profit stable suffirait. Allez leur demander. Pas une seule personne, pas un seul PDG, pas un seul actionnaire ne va dire « il y a une fin définie ». Ils diront « nous avons besoin que cela augmente chaque année. Maintenant, pour que cela augmente chaque année, vous devrez consommer de l'énergie. Vous devrez extraire des choses de sous la surface de la terre. Vous devrez brûler des choses. Et vous devrez laver le cerveau de vos consommateurs pour leur faire croire que les produits de votre entreprise sont nécessaires pour qu'ils aient une vie durable
ou respectable. Vous détruirez tout. Vous allez détruire vos employés aussi, car comme il n'y a pas de limite supérieure à votre profit, vous voudrez extraire le maximum de vos employeurs en leur offrant le minimum que vous pouvez. Vous exploiteriez la terre, vous exploiteriez vos employés et évidemment, vous exploiterez vos clients. Et tout cela, c'est le changement climatique. Lorsque vous extrayez des ressources de la terre, cela nécessite de l'énergie. Cela libère du dioxyde de carbone et du méthane. Quand vous manipulez vos clients, ils achètent non seulement vos produits inutiles, ils sont identifiés comme des acheteurs et des consommateurs, donc ils continuent d'acheter tout, pas seulement vos affaires. Pas seulement vos affaires. Et puis quand vous achetez quelqu'un, et pour que quelqu'un fabrique quelque chose, encore ce qui est nécessaire, c'est de l'énergie. Donc, le changement climatique n'est rien d'autre qu'un produit des sombres intérieurs inassouvis de l'espèce, Homo sapiens. Aucune autre espèce n'est née avec ce type d'agitation intérieure. Aucune autre espèce n'est responsable de la catastrophe climatique. Nous sommes. Pourquoi? Parce que seul l'être humain a un creux dans son cœur. Un creux qu'elle essaie de combler en utilisant toutes sortes de choses matérielles. Une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau mari, un nouvel emploi, ceci, cela, et tout cela. Et de l'énergie. Je ne me sens pas bien, pas bien. Vos sentiments sont du carbone. Parce que dans les sentiments, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de faits. Vous ne savez pas quels sont les faits de votre intérieur. Tout ce que vous avez, ce sont des sentiments. Et les sentiments sont aveugles. Sentir, ressentir tellement, c'est vivre tellement sans rien comprendre. Quand vous ressentez quelque chose, le comprenez-vous jamais? Vous sentez que vous avez mal à la tête, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que vous comprenez comment fonctionne le cerveau et pourquoi il fait mal. Donc, nous ressentons beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas du tout en contact avec les faits. Et ce ressenti, compte tenu du genre de respect que nous accordons aux sentiments, nous fait courir dans tous les sens. Et tout cela, c'est de l'émission de carbone. Il ne peut y avoir de solution scientifique, économique, politique ou technologique au désastre climatique. Pas du tout. Car il s'agit purement d'une crise spirituelle. Je suis d'accord que, vous savez, la surconsommation est l'un des plus grands problèmes pour le changement climatique et la justice climatique, mais parfois, ce n'est même pas de la surconsommation. Vous consommez le strict minimum. Mais comme vous parliez des avancées technologiques, comment empêcher notre société de stagner? Parce que chaque innovation et dans tous les domaines exige désormais une sorte d'empreinte carbone importante. Comment y a-t-il un moyen de faire coexister innovation, spiritualité et justice climatique? Je ne vois pas en quoi l'innovation est en décalage avec l'atténuation de la catastrophe climatique. En ce moment, ce que vous appelez innovation n'est rien d'autre qu'un type particulier d'innovation qui servirait l'objectif capitaliste. Nous n'innovons pas simplement, nous innovons seulement dans des directions particulières, des directions qui nous permettraient d'avoir plus de profit. Donc nous n'avons pas de véritable innovation, attention. Nous n'innovons que là où il y aurait un retour sur investissement de l'innovation. Ce n'est pas comme si l'innovation allait nécessairement de pair avec la consommation. C'est le genre d'innovation que nous voyons, mais ce n'est pas la règle. Cette idée que, à moins qu'il n'y ait plus de profits et ces choses, nous ne progresserions pas. Testons nous-mêmes cette idée? Vous voyez, l'homme n'existe pas pour la croissance financière. Au lieu de cela, la croissance financière est au service de l'être humain, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Réalisez-vous tout d'abord ce que nous voulons vraiment? Maintenant, évidemment, dans une certaine mesure,
L'argent est important pour cela. Mais n'y a-t-il pas un point au-delà duquel les rendements commencent à diminuer? Si vous vivez dans un pays en développement, avec très peu de ressources financières, alors évidemment, avoir de l'argent contribuerait à votre bien-être. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Vous auriez une meilleure alimentation. Vous auriez probablement un toit sur votre tête. Vos élèves recevraient une meilleure éducation. Vos enfants, c'est-à-dire. Tout cela commencerait à se produire, nous comprenons. Mais il arrive un moment où plus d'argent ou plus de consommation n'améliore plus votre bien-être. La courbe commence à s'aplatir. N'est-ce pas? Et puis il pourrait y avoir un moment où la courbe commence réellement à descendre. Utilité marginale négative. Alors pourquoi continuons-nous à croire que la croissance sans fin du revenu par habitant ou de la consommation par habitant est la condition essentielle du progrès humain? Cela, ce n'est pas le cas. C'est une hypothèse que nous devons remettre en question. Regardez, il y a plusieurs pays où le revenu par habitant est très modeste. Pourtant, l'espérance de vie moyenne est meilleure que dans certains pays du premier monde. Les innovations se produisent au même rythme ou à un rythme plus rapide que dans le nord global. Le Japon est connu pour avoir les gens qui vivent le plus longtemps, non? Les Japonais sont-ils plus riches que les Américains? Non. En termes de revenus par habitant? Non. Mais ils sont plus paisibles et plus heureux. Alors, le capital, l'argent, la croissance financière sont-ils nécessaires pour eux-mêmes? Ou toute l'économie est-elle en fait pour le bien de l'individu? Et comprenons-nous ce dont l'individu a vraiment besoin? Nous ne disons pas que l'individu a besoin de salut mystique. Non, nous ne venons pas de là, pas de charabia spirituel ici. Nous comprenons parfaitement que nous avons besoin d'argent. Mais étant des personnes rationnelles, nous voudrions également tracer l'argent contre le bien-être et voir où la courbe atteint la saturation. Et au-delà, si vous êtes encore investi dans le gain d'argent, alors vous vous gâchez votre vie et vous détruisez également la planète. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'est le changement climatique. Donc, j'avais un point intéressant à ajouter à cela parce que l'autre jour, je suivais un cours sur le bonheur humain ici à Berkeley et nous discutions de la façon dont aux États-Unis, il y a la courbe que vous venez de décrire. Pour un Américain moyen, la courbe stagne en quelque sorte à 75 000 $ par an. Genre, ça, après ça, l'effet décroissant de l'argent, comme tu dis, en quelque sorte, se révèle être. Et c'est intéressant de voir comment, dans cette même classe, nous discutions de comment, certes, la richesse est un facteur du bonheur humain, mais le facteur principal du bonheur des humains, ce sont les relations humaines, la connexion, votre connexion avec vous-même et avec les autres, et à quel point vous êtes épanoui dans ces relations. Et oui, c'était juste quelque chose que je voulais ajouter. Oui. Magnifique. Magnifique. Charmant. Charmant. Vous voyez, est-ce quelque chose que les gars du Forbes 500 voudraient que vous diffusiez? Non, non, non. Si vous êtes heureux dans votre relation avec vous-même et des personnes dignes autour de vous, trouveriez-vous nécessaire de sortir et de brûler des roupies ou des dollars pour avoir un peu de bonheur inconscient? Ils ne voudront pas que vous sachiez cela, que l'argent n'a pas de but, plutôt un but négatif au-delà d'un certain point. Et tout comme je suis content que vous ayez mentionné ce chiffre de 75 000 $, tout comme je l'entends pour la première fois, je vais regarder plus en détail, et c'est très intéressant. Tout comme vous pourriez proposer un chiffre au-delà duquel les rendements commencent à diminuer. De même, il existe un chiffre établi sur la consommation matérielle par habitant qui est durable pour la planète.
Nous avons également des chiffres très établis et scientifiquement prouvés sur les émissions par habitant que la planète peut supporter. Donc, tout cela est très bien connu. Seulement, les décideurs politiques eux-mêmes sont financés par ceux qui veulent que nous consommions sans fin. Et c'est un problème avec le modèle démocratique. Vous voyez, je suis le principal manipulateur et je veux que ces gens votent pour moi. Donc je les laisse dans un pire état psychologique qu'ils ne l'ont jamais été. Je vais les conditionner. Je vais les endoctriner. Je vais les radicaliser. Je vais les laisser dans un pire état. C'est ce que la démocratie fait à un électeur ignorant. Comprenez s'il vous plaît, si ces gens ne peuvent voter pour moi que s'ils sont non éduqués, alors en tant que décideur politique, je les maintiendrai délibérément non éduqués si je veux revenir au pouvoir. Si ces gens ne voteront pour moi que lorsqu'ils seront radicalisés, je m'assurerai de continuer à les radicaliser délibérément pour qu'ils continuent à voter pour moi. Et c'est un énorme défaut du modèle démocratique. Le monde entier en fait l'expérience. Et nous devrons le corriger. Ouais, je voulais aussi en savoir plus sur, vous savez, puisque vous avez évoqué un point vraiment intéressant sur comment le changement climatique c'est plus spirituel que toute autre chose que nous connaissons et comment nous-mêmes contribuons au changement climatique, consciemment ou inconsciemment. Je me demandais alors, si tel est le cas, comme vous l'avez dit, la démocratie a ses propres défauts, qui est vraiment responsable de mener le changement spirituel au sein des gens. Est-ce nous-mêmes ou qui exactement devrions-nous regarder? Le coupable est celui qui comprend, mais n'agit pas. Hein? Oui. Nous avons dit que l'électorat est généralement ignorant. Ceux au pouvoir ont des intérêts à maintenir l'électorat dans l'ignorance. Alors, qui peut être considéré comme responsable de l'état dans lequel nous sommes? La personne ignorante est aussi bonne qu'une personne endormie. Si quelqu'un dort, vous ne les blâmez pas, n'est-ce pas? Ils ne savent rien du tout de toute façon. Qui est à blâmer alors? Le type qui sait et pourtant n'agit pas. C'est lui qu'il faut blâmer. Et c'est la personne d'où viendra tout changement positif réel, celui qui sait et agit. Malheureusement, nous avons trop de gens qui ne savent pas mais agissent vigoureusement. Et il y a une grande pénurie de personnes qui savent. Tout d'abord, les gens qui savent, eux-mêmes, sont une rareté. Et même parmi cette classe rare, ceux qui savent et qui ont l'amour, le courage, la responsabilité d'agir, ils sont absolument rares. Non, ce sont eux qui apporteront le changement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et honnêtement, je sens que j'essaie parfois d'être cette personne, mais c'est vraiment difficile. Je vais donner un exemple. J'habite dans les dortoirs et ici, vous savez, l'eau ou peu importe, met longtemps à chauffer. Et parfois, j'ai vu mes amis, vous savez, allumer la douche, aller faire autre chose, puis revenir quand c'est chaud. Et je racontais cela à mon père et je lui ai dit, oui, enfin, je n'aime pas vraiment que les gens fassent ça. Et il m'a répondu, donc vous attendez sous la douche froide et vous supportez ça juste parce que vous ne voulez pas gaspiller l'eau. Et mon père me dit que, vous savez, la façon de progresser, c'est que vous ne pouvez pas être la personne qui prend toute la charge et tout le blâme pour le changement climatique et qui assume tout cela. Évidemment, c'est un très petit exemple, c'est juste de l'eau, mais comment une personne gère-t-elle ce fardeau? Et vous savez, même éduquer les autres, quand souvent le changement climatique n'est pas une question urgente pour la plupart des gens, ce n'est pas très pressant. Donc, pour beaucoup de gens, ils n'ont pas l'impression qu'ils doivent faire quelque chose. Et donc, souvent, les gens qui savent et qui agissent ont l'impression d'être les seuls à se soucier et ils n'arrivent pas à inciter les autres à se soucier.
Une chose merveilleuse à mentionner. Vous voyez, nous avons dit que le changement climatique est la chose qui émane du vide à l'intérieur, du cœur de l'être humain, n'est-ce pas? Cela suggère, et c'est également mon expérience, que s'attaquer au changement climatique n'aide pas directement. Parce que vous traitez l'émission. Vous ne traitez pas la source de l'émission. La source de l'émission n'est pas vraiment le tuyau d'échappement de l'automobile. C'est le cœur de l'être humain. Cela doit être abordé. Et si vous abordez cela, disons sans même mentionner ces deux mots dans la discussion, changement climatique, vous pourriez toujours constater que le camarade est devenu, en général, plus sensible envers son environnement, ses actions, ses relations, son être tout entier. D'accord? Vous voyez, c'est ça le problème avec l'activisme climatique. Nous voulons agir comme si le changement climatique était un problème isolé. Nous ne voulons pas, ou bien nous ne voyons pas la relation claire et très forte entre l'insatisfaction humaine et l'augmentation des émissions. Ce n'est pas comme si nous étions surtout insatisfaits uniquement depuis les 100 dernières années, quand les ppm de CO2 ont commencé à augmenter. Nous avons toujours été comme ça. Sauf qu'avant environ 1850 ou 1870, nous n'avions pas les moyens technologiques de brûler autant de combustibles fossiles ou de brûler quoi que ce soit, de nous reproduire autant et de soutenir des populations aussi importantes. Nous n'avions pas les moyens nécessaires. Donc, simplement par notre incapacité, la Terre a d'une certaine manière réussi à rester préservée. Mais après la révolution industrielle, nous avons développé la puissance de faire les choses à une échelle industrielle jamais vue auparavant. Nous avons toujours été comme ça. Vous savez, partout où nous allions, nous apportions la destruction dans notre sillage. Ce n'est pas que nous détruisions des espèces et fassions disparaître des espèces entières seulement aujourd'hui. Nous faisons cela depuis des siècles. C'est juste que le rythme a augmenté de façon exponentielle. Nous sommes allés en Australie. Qu'est-il arrivé aux espèces indigènes là-bas, les animaux et les êtres humains? Nous sommes allés en Amérique. Qu'est-il arrivé aux indigènes là-bas? Partout où nous allons, nous y allons avec une épée et une torche. Nous sommes des destructeurs. Nous sommes des destructeurs parce que nous sommes malheureux à l'intérieur, insatisfaits à l'intérieur, sans joie et sans amour à l'intérieur. Si vous réglez cela chez une personne, vous pourriez constater que le problème du climat a été résolu sans même utiliser le mot. Vous ne parlez jamais à cette personne du climat. Et pourtant, vous constatez qu'elle est devenue plus responsable. Elle ne sait même pas que son empreinte carbone a diminué. Et pourtant, c'est le cas. Tandis que lorsque vous êtes du côté de l'activisme, vous continuez à insister sur cette chose. Vous savez, s'il vous plaît, gérez votre consommation d'eau. Et voyez, vous devez éteindre ces lumières. Ou utiliser moins de ceci, utilisez moins de cela. Et tout cela est si ennuyeusement moralisateur. Qui voudrait entendre ça? Que ce soit les activistes végétaliens, les activistes pour le climat ou les activistes contre le plastique. Ils sont détestés. Les gens les fuient du regard. Parce qu'ils sont si prévisibles. Et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Maintenant, elle viendra et pontifiera sur ceci et cela. J'en ai assez de ça. Non, je ne veux pas ça. Pourquoi ne pas parler aux gens de leur vie, de leur amour, de la grande littérature, des problèmes pressants dans le monde? Emmenez-les plus profondément en eux-mêmes.
Il existe une littérature fabuleuse sur la sagesse. Pourquoi ne pas avoir un club qui discute de cette littérature? Et un sous-produit très silencieux de cette chose sera que les gens deviendront plus responsables face au climat. Un sous-produit très silencieux.